Alors à ce stade, à tout seigneur, tout honneur, je vous proposerais bien d'évoquer les rencontres, les aventures avec les anciens Beatles. Et ouais, les Anglais, on peut leur reconnaître ça, ils ont inventé la pop culture. Et ils disent toujours, en matière de musique rock, il y a les Beatles et il y a tout le reste. Voilà, ça c'est les Anglais qui le disent. Donc moi, à partir de 1974, je deviens un rock critique certifié. Je publie dans Rock and Folk, mes amis. Alors, toi, je suis comme tous les autres critiques. Tous les autres critiques de l'époque, on a un rêve secret. Un rêve secret dont on ne parle pas à nos lecteurs dans nos articles. Non, on aimerait bien tous, je vous le dis, on aimerait bien rencontrer les anciens Beatles, voilà. Et moi, je ne fais pas exception, bien sûr, je suis comme les autres. Et le premier Beatles que je vais rencontrer, c'est en 1976, 2 ans à peine après mon arrivée. Et ce Beatles, c'est Ringo. Oh ouais, Ringo Starr. Ringo Starr, toujours avec un verre à la main à l'époque, mais il est hyper impressionnant ce Beatles. D'abord, c'est le Beatles gentil, et puis il est très surpris d'être interviewé par un garçon de 21 ans qui l'idolâtre littéralement. Parce que pour nous, les Beatles, c'était pas des petites idoles yéyées, c'était des dieux absolus depuis le double blanc. Ça, Ringo, il aime bien. Et comment ça se manifeste à l'époque? Quand les interviews sont finies, il dit à son manager, celui-là, là, il peut rester. Ça veut dire que j'ai resté 2 jours accroché au masque de Ringo Starr. C'est incroyable. Alors je me lève le matin, je prends le métro à Bastille, je fonce à Georges V, je descends à l'hôtel du même nom, et là je retrouve Ringo au bar, on boit l'apéro, après on va déjeuner au Georges V, c'est super bon. Et puis après, il me dit, oh, cet après-midi, j'ai une séance photo avec Jean-Marie Perrier pour saluer les copains. Allez, hop, limousine, studio des Acacias. Après la séance photo, il me dit, faut que j'aille faire une interview à RTL. Allez, Jean-Bernard Hébert, allez, on y va. Je vais avec Ringo partout, je suis le mouvement, je suis collé à Ringo. Et il multiplie les anecdotes sur les Beatles, les bongos. C'est absolument formidable. Alors du coup, moi j'ai aucun mal à en tirer un bon article. Un article un peu puissant, et j'ai toujours tellement aimé cette expérience. J'ai fait 450 interviews, mais ma cassette de l'interview de Ringo, je l'ai gardée. Et ouais, c'est la preuve que je connais Ringo Starr, mon pote à la compote. Alors celui que je vais rencontrer juste après, c'est Paul McCartney. Alors là, Paul McCartney, alors je me souviens même plus dans quelles conditions je le rencontre, mais je sais que c'est Polo réglo, quoi, il fait bien le boulot et tout va bien. Et en fait, c'est avec Paul McCartney, je vais avoir une vraie anecdote étonnante, beaucoup plus tard, dans les années 90. À ce moment-là, Paul McCartney, il est au creux de la vague, ça marche plus du tout pour lui. Et puis moi, par contre, je travaille un peu pour Canal+, et Canal+, a l'idée de faire une émission sur le rock, qu'on va appeler God Save the Rock, un one-off. Et Brenda Jackson, du service musique de Canal, elle obtient une interview de Paul McCartney. Alors nous, on y va, et Paul, ce jour-là, il va incroyablement s'ouvrir à nous. Alors déjà, bon, clairement, quand on arrive face à Paul, on est avec le manager, et le manager, il veut un peu se faire mousser, comme tous les managers, hein, c'est normal, il dit voilà Paul, 2 garçons très très connus en France, ils font de la télévision, ils avaient même un programme qui s'appelait Rock'n'Roll Children. Alors, les enfants du rock. Alors là, Paul McCartney, à ses mots, il ne se tient plus de joie parce que c'est un rocker, Paul. Et nous, on lui dit, on est des rockers. Alors du coup, on est une grande famille de rockers. Et du coup, on est un peu comme des intimes immédiats. Et alors ça tombe bien parce que Paul, il vient d'avoir 50 ans et il a envie de s'épancher. Il va pas bien. Il est comme ça dans la loge, il dit, regardez mes bons amis, regardez ce que le temps m'a fait. Regardez, c'est la vieillesse, je suis foutu, regardez, j'ai des pas de doigts, j'ai des rides sur le front, quand mes cheveux deviennent pas blonds, ils tombent, c'est foutu. Alors Paul McCartney, c'était quand même un des plus beaux jeunes hommes d'Europe, hein. Enfin, on disait dans les journaux que c'était le magnet à gonzesse des Beatles, hein, en plus, voilà. Et il se lamente, et il repart, voyez ce que le temps m'a fait. Et alors là, voilà Jean-Pierre Dionnet, mon comparse, qui monte au créneau. Jean-Pierre, il dit, arrêtez sur Paul.
ne soyez pas triste comme ça, parce que les gens, ils vous aiment autour du monde. Les gens, oh là là, ils vous aiment tout là-haut, 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 dans l'amour des gens. Et moi, je reprends immédiatement, je dis oui, 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 je vais faire un gros mensonge. Je dis, c'est comme vous que je veux vieillir, sœur Paul. Bon, en fait, j'essaierai plutôt de vieillir comme l'autre, comme Mick. Mais bon, de toute façon, c'est un mensonge charitable. Et avec du coup, alors Paul il s'éclaire, alors on va avoir un grand moment avec lui, on pleure, on rigole, il essaye de nous faire chanter When I'm 64 à 3 voix, bon, on abandonne très vite, mais en tout cas, on va avoir un gros quart d'heure de complicité humaine, de joie pure avec Paul McCartney, et à la fin il dit, on va faire une photo. Et on fait une photo avec Sir Paul, et là, je remercie la télévision. Je remercie la télévision parce que des aventures comme ça, au niveau de la presse écrite, plus je réfléchis, plus je dis que ça n'est jamais arrivé pour la presse écrite, ce genre de rapport. Donc, bref, si vous comptez bien, j'ai rencontré Ringo, j'ai rencontré Paul, et moi qui vous parle ici ce soir à Cannes, eh bien je dois vous dire que j'ai été à 3 centimètres de rencontrer John Lennon. Est-ce que vous voulez que je vous raconte cette anecdote? Merci de votre soutien. Alors, John Lennon, ça se passe à New York. C'était l'été 1980. C'était l'été où le groupe Téléphone essayait d'enregistrer son 3e album au cœur de la nuit. Alors ils avaient essayé à Berlin, puis ils avaient eu plein de problèmes en studio. Donc finalement ils s'étaient dit on va aller à New York. Et moi je le suivais, c'était le premier groupe français, donc je faisais un article sur l'enregistrement de l'album. Et donc j'arrive avec eux au studio Hit Factory à New York, un studio légendaire. Il y avait 3 studios à Hit Factory, nous. Les téléphones, ils étaient au rez-de-chaussée, après il y avait le studio 2, et puis après le studio 3. Et on a découvert par l'équipe technique qui était là, qu'il y avait quelqu'un de très très important au studio 2 en train d'enregistrer un album. Il y avait carrément John Lennon. Alors, merci pour Yarol, on a le droit, merci Yarol, formidable. Bon, pourquoi c'était énorme que John Lennon soit là? Parce que John Lennon, à partir de 1975, il avait disparu. Il fait un dernier concert au Madison Square Garden avec Elton John, et après, on ne le voit plus. Silence total de Lennon, pas de musique, pas de single, pas d'album, pas d'interview. On ne savait même pas si John Lennon savait qu'il y avait un mouvement qui s'appelait le punk. On ne savait pas si John Lennon il avait un jour entendu les Ramones ou Patti Smith. On ne savait rien. Voilà, donc c'est quand même un sacré mystère. Et donc il était là, dans le plus grand secret du Studio 2, à enregistrer ce qui allait devenir son 7e album solo. Alors, un jour, le 3e jour, on n'arrive toujours pas à faire les réglages des amplis, et là, Louis Bertignac, en bon lead guitariste, il nous pète un câble. Louis, il se lève et dit « Putain, j'en ai marre les mecs, il y a John Lennon, il est à l'étage au-dessus, 37 marches. Moi je vous propose un truc, on y va tous, on frappe, salut John, on est les Français du téléphone, on lui claque la bise et on descend. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi je me lève comme un seul homme, au nom du what the fuck le plus total, je me dis ça va être énorme. Et d'ailleurs je suis le seul à me lever, je suis le seul à me lever parce que Corinne Marinello, elle nous regarde en se tamponnant la tempe comme ça, c'est dingue. Richard Kolinka, il prend ses 2 baguettes, il fait des gestes genre non, il fait les essuie-glaces, j'en dirais pas. Et Jean-Louis Aubert, il est en train de travailler ses textes, donc il marmonne en disant vous allez quand même pas déranger un Beatles en plein acte créatif. Eh ben nous, Bertignac et moi, l'acte créatif, on s'en bat les coucougnottes. On monte les 47 marches à une vitesse folle. Et là, surprise, on arrive dans un couloir qui était entièrement refait, tout en blanc. Il y a une moquette blanche et sublime. Personne n'a jamais marché dessus, on dirait, mais c'est beau. Les murs, ils sont couverts d'un papier peint. Merci, ça suit. Le plafond, blanc. Et quand on arrive devant la porte, alors là, ils ont fait une porte un peu blanc miroir, une laque, des brillantes, sublimes. Alors là, on peut dire on était Knockin' on Evansville, les mecs, non? D'autant plus que derrière, il y avait le gars qui se prétendait plus populaire que Jésus. Alors bon,
Donc, on est là devant la porte, et Bertignac, il va frapper, puis il dit « Oh, Philippe, vas-y toi, frappe, à toi l'honneur !» Je lui dis « Non, c'est ton idée, Louis. Franchement, je ne voudrais pas interférer, moi. » Et donc on est là comme deux blaireaux, et on n'ose pas trop taper à la porte de John Lennon. On colle notre oreille, on entend un drone dans le fond, un bruit bizarre, mais bon bah on se dit, on descend. On va quand même pas déranger un Beatles, non. Alors bon, vous m'avez compris. Et on descend la queue entre les jambes, et les téléphones, ils vont se foutre de nous pendant tout le reste de la journée. Mais moi, je trouve cette anecdote, elle est super. Elle est super parce elle aurait pu tourner très mal. Imaginez, on frappe, John Lennon ouvre, il nous voit, il reclaque la porte. Oh non, ça aurait été horrible comme souvenir. Et puis, comme dit Bertignac, et vous imaginez si c'est Yoko qui avait ouvert Eh bien, figurez-vous, 10 ans plus tard, 1990, bam, un jour de mars 1990, qui je me retrouve à interviewer pour la chaîne Canal Jimmy, émission Top Bab, Yoko no motherfucker. Yoko, elle sortait un coffret avec son œuvre complète, 10 CD. Et elle donnait quelques interviews à Londres pour fêter ça. Donc, j'écoute le coffret, bon, j'écoute de façon très vite, hein. Et puis je vais à Londres, et donc je l'interviewe pour le Top Bab, et dès que j'arrive à l'hôtel où elle donne les interviews, je rentre dans la pièce, et c'est une suite, et je vois que ça va être du sérieux. Il y a 2 caméras. 2 caméras, moi, quand je faisais Alice Cooper, j'avais une caméra. Yoko Ono, 2 caméras. Et puis, c'est des Anglais qui tiennent les caméras, puis eux-mêmes, les Anglais, ils sont assez impressionnés. Parce que quand même, si on réfléchit bien, Yoko, c'est un peu la gonzesse qui a foutu en l'air les Beatles. Respect éternel, non? Donc, l'interview se passe bien. L'interview se passe très bien. Elle est très sensible au fait que j'ai écouté ses disques, elle me le dit plusieurs fois. Et donc, ça se passe tellement bien quand on est journaliste. On se dit, c'est peut-être le moment de lui poser une question qui fâche un peu. Et il y en a une qui me brûle les lèvres. Écoutez bien, c'est la question que je pose à Yoko. Je lui dis, est-ce que vous ne pensez pas, madame, que ce serait le gouvernement américain qui a donné l'ordre d'exécuter votre mari John Lennon? Ah, Yoko, elle me regarde. Et très longtemps, elle me regarde comme ça, puis d'un seul coup, elle se lève. Elle va voir la première caméra, elle l'éteint. Puis elle retraverse la pièce, très décidée, il y a la deuxième caméra, elle l'éteint. Elle revient s'asseoir, elle dit ça enregistre plus là. On lui dit ah bah non, là c'est tout ce qu'il y a d'éteint. Et là elle me dit bah ouais Philippe, bien sûr que ce sont eux qui ont fait le coup, je le pense. Seulement voilà, moi j'ai un gamin, il s'appelle Sean. Et ce gamin-là, je voudrais bien qu'il vive un peu plus vieux que son père. Alors je ferme ma gueule. Elle se lève, elle m'étreint, elle s'en va. Fin de l'interview. Ah, le Filman, oh putain, il est atomisé là. Moi je viens de me prendre un sac de ciment de 2,5 tonnes sur le coin de la tronche. Jette les technos, ça remballer leur matos. Puis je sors dans la rue, je dis non, je vais rentrer. Et je me mets à marcher tout seul dans Londres. Je marche et dans ma tête, c'est un Rubik's Cube qui est en train de tourner à toute vitesse. Alors donc John Lennon, alors donc le président Kennedy, Martin Luther King, donc il y a un gros programme d'abattage et ils essaient de se décider de se séparer des plus grands artistes rock, des salauds, ah la vache. Et puis, je sais plus, Victor Hugo il parlait de ça, il disait tempête sous un crâne. Ah ouais, c'est moi cet après-midi-là, je vais marcher 3 heures dans Londres. Et j'ai de l'eau qui ruisselle sur mes joues, et c'est un jour où il pleut pas. Je comprends pas. La fin de l'histoire, j'en ai pas. C'est qu'un jour, mon fils Ulysse, 11 ans à l'époque, il est venu me voir dans mon bureau, et quand il a un truc grave à me demander, il ferme la porte. Et il ferme la porte, il vient s'asseoir en face de moi, et il me dit, hey, papa, je voudrais savoir, pourquoi quelqu'un a voulu tuer John Lennon? Vous auriez dit quoi, vous? Ben moi, c'est une des seules fois de ma vie où j'ai pas su quoi répondre.